10h35 à Bunagana, nous sommes dans le Nord Kivu. Bienvenue à cette émission kiosque de ce jeudi, c'est vrai. Il y a eu Conseil supérieur de la Défense hier. Le chef de l'État a personnellement présidé cette réunion. Les temps restent toujours forts entre Kinshasa et Kigali. Le Conseil supérieur de la Défense a demandé au gouvernement de pouvoir suspendre tout accord et protocole ainsi que des conventions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Kinshasa, et qui a également demandé à Kigali de retirer ses troupes aux côtés des terroristes de M23. Kinshasa, qui s'est dit toujours ouverte aux négociations de Nairobi. Justement, à Nairobi, le président kenyan a fait une demande sur l'intervention des troupes de l'armée des États de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans un communiqué signé hier pour Uhuru Kenyatta. Donc, la zone est du pays est considérée comme une zone de libre circulation d'armes et les troupes de cette communauté doivent intervenir. Une décision ou une demande qui a été commentée d'une manière diverse à Kinshasa, tout comme dans la partie est, là où il y a eu une manifestation hier à Goma, manifestation de colère, manifestation anti-rwandais, manifestation pro-FARDC. Il y a eu même des manifestants qui sont allés juste au niveau de la Grande Barrière. Pour eux, c'était une question de passer les messages très forts de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a eu des sentiments également ici à Kinshasa, sur l'avenue du commerce, débat ce matin. Quelques sujets rwandophones ont été menacés sur l'avenue du commerce et la police est intervenue pour rétablir les calmes. Dans cette affaire, c'est la MONUSCO qui s'invite. Pour la MONUSCO, donc, elle contredit Kigali. Il n'y a pas eu de FDLR en coalition avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour combattre les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. La MONUSCO qui démolise un peu aussi pour la MONUSCO. Donc, il n'y a aucune présence ougandaise, moins encore de forces rwandaises dans Bunagana. Merci à vous, madame, messieurs. Kiosque va également, peut-être si le temps nous le permet, revenir sur cette audience en appel, l'audience de prononcé du jugement en appel dans le procès des 100 jours volés, construction des maisons préfabriquées pour les militaires. Le prononcé de la cour d'appel est attendu donc aujourd'hui, mais presque tous les prévenus, en commençant par Vital Kamerhe, en terminant par Jamal, sont en liberté provisoire, acquittement. On ne sait pas, réincarcération, on ne sait pas, ou soit encore tout simplement, les tribunaux, la Cour va pouvoir nous dire ce qu'a été fait de l'argent pour la construction de ces maisons pré et fabriquées. Josué Belledo, bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, merci de l'invitation. Procès, pas procès, mais audience des prononcés. Hein. Oui, audience des prononcés, vous l'avez dit à l'entame de cette émission, vous avez été très clair. Pratiquement tous les prévenus sont en liberté provisoire et une liberté provisoire à la congolaise, on sait comment est-ce que ça se termine. Moi personnellement, je n'attends rien du verdict. Acquittement ou réincarcération? Naturellement, il faut s'attendre aux acquittements. Vous l'avez dit, qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste du procès 100 jours? Jamal est en liberté provisoire, Moïma, on ne sait pas où il s'y trouve, il est partout sauf à Makala, Kamerhe lui-même n'est pas là. Et donc, imaginez un scénario de réincarcération, je crois que ça relève de l'utopie. L'enjeu, comme on dit, la politique tient en haleine la justice, c'est exactement ce qu'on va voir à l'issue du prononcé. J'ai suivi les avis des juristes, et donc je n'attends rien. Mais seulement, ça sera encore une tache d'huile au niveau de la justice. On va se poser beaucoup de questions sur les 57 millions de dollars. On a eu un procès spectacle. On a vu un juge qui a laissé sa vie. Et le juge y a dit, paix à son âme. Mais on n'en parle pas. Il n'en reste rien de ce procès. Et j'espère au moins que la Cour pourra nous dire, pour nous parler de la destination des millions des Congolais, des 57 millions de Congolais volatilisés dans la nature, partis en fumée. Et donc, peut-être que les avis des juristes vont nous en dire plus sur cela, mais moi, personnellement, j'ai mis des doutes sur la responsabilité ou la culpabilité des uns et des autres, parce que, je le dis, on le sait, généralement au Congo, lorsqu'on vous parle d'une liberté provisoire et qu'on attend une décision des gens qui sont... Jamal se trouve où maintenant? Est-ce que peut-on nous dire si Jamal est au pays ou il n'est pas au pays?
est-ce qu'on peut nous dire si Kamere va retourner en prison? Quand on analyse sur la scène politique, quand on voit que les intérêts politiques exigent à ce que Kamere soit en liberté pour des enjeux politiques. Et donc, je n'attends rien de cet appel, mais seulement, je pense que la justice congolaise va être conséquente, l'appareil judiciaire va être conséquent de l'issue de ce procès spectacle pour que demain on corrige et qu'on ne revienne pas sur la même borde. Merci Doujosu pour cette brève analyse. Faustin Koudia, c'est là de Econews. Je rappelle que Doujosu est de Liberté Actu. Faustin, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci. J'ajoute 3 enjeux. Je parlais de 2, Beledou m'en a ajouté 1. L'enjeu premier, c'est que soit c'est l'acquittement pour ce procès en appel. Je rappelle aussi qu'au niveau de la cassation avait cassé les premiers jugements en appel et avait réorienté l'affaire dans une autre chambre de la cour d'appel. Donc, premier enjeu, disais-je, soit l'acquittement. Deuxième enjeu, soit c'est la réincarcération. Je ne sais pas si ça a été fait dans l'histoire de notre pays. Vous êtes né dans cette profession. Et le dernier enjeu, je pense que Beledou a dit, on arrange rapidement le micro de Faustin. Le troisième enjeu, Faustin, est-ce que ce n'est pas ce que Beledou a dit, qu'on nous dise exactement qu'est-ce qui a été fait de 57 millions des Congolais, les 57 millions de dollars des Congolais? Merci Serge pour la question. En fait, moi, complétant justement ce que Beledou vient de dire, il faut d'abord d'emblée constater que ces procès Kamere, qui se voulait un procès pédagogique, on est passé totalement à côté de la plaque. Vous vous rappelez que quand le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il a voulu lancer un signal fort dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Justement. Et que justement, si vous trempez dans le denier public, la justice vous poursuive. En fait, le procès Kamere devait servir d'exemple. Malheureusement, comme on dit généralement en français, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Malheureusement, les prémices de ces procès ont été tout à fait fausses. Et quand les prémices au départ sont fausses, il faut s'attendre à ce que la conclusion le soit également. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve devant un cas de figure. Comme vous l'avez évoqué en 3 points, il y a l'acquittement, il y a la réincarcération. Moi, je suis tout à fait d'accord, comme évidemment Beledou l'a bien souligné, sauf miracle. On sait que Kamere sera relaxé parce que le dossier ne se traite plus au niveau politique, ne se traite plus au niveau judiciaire, il est totalement au niveau politique. Et puis, qu'est-ce qui pourrait pencher peut-être en faveur de l'acquittement de Kamere? Aujourd'hui, on est dans un contexte tel que la partie Est brûle. Alors le chef de l'État, en principe, même si on dit qu'il ne peut pas interférer dans les décisions judiciaires, on sait que quelque part, il suffit qu'il dise un mot, la justice peut s'aligner. Donc aujourd'hui, je vois très mal c'est-à-dire qu'on ne relaxe pas Kamere, parce que si on ne les fait pas, et si on les ramène encore en prison, c'est encore une bombe qui va se créer dans la partie Est. Ça va exacerber encore la tension. Parce que reconnaissons-les, Kamere c'est quand même un grand leader dans la partie Est, particulièrement dans son site Kivu. Alors aujourd'hui, je crois, par rapport à tous les appels qui sont en train d'être lancés, au nom du consensus national, c'est vrai que moi je suis tout à fait d'avis qu'il pourrait bénéficier de circonstances tout à fait atténuantes et qu'une main politique certainement va agir en dernier ressort pour qu'il soit libéré et qu'il adhère au jeu politique. Lui c'est bon et non pas Matata Pogno. Bon, ça c'est notre... Non, si c'est très grave que ça vienne de vous. Vous pensez que des dossiers judiciaires doivent être sacrifiés sur l'autel des intérêts politiques. Justement, qu'est-ce que nous faisons de ces fameux slogans? Bon, je ne sais pas si c'est un slogan ou c'était une vision par rapport à la lutte contre la corruption. C'est pourquoi je vous ai dit, Serge, c'est-à-dire, si dans un procès politique, vous y ajoutez, vous lui donnez une forte connotation politique, dites-toi que tout va chavirer. Parce que vous évoquez les cas Matata. Je n'aime pas parler de ces cas-là parce que les gens risquent de croire que je prêche plus pour ma chapelle, parce que je suis proche de l'ancien Premier ministre. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec les cas Matata, tout au début, le procès Matata a commencé. On l'ignore peut-être, mais ça a commencé à la Cour de cassation. Et quand la Cour de cassation s'est dessaisie, parce que la Cour de cassation, quand on a amené Matata devant la Cour de cassation, c'était en tant que sénateur, pour des faits qu'il a commis en tant que Premier ministre. La Cour de cassation s'est dit non, ça c'est pas de mon ressort, il faut qu'on l'envoie au niveau de la Cour constitutionnelle. Et quand la Cour constitutionnelle tranche, la Cour de cassation revient sur une décision censée être irrévocable prise au niveau d'une juridiction supérieure. Évidemment, moi je ne suis pas juriste, les juristes se trouveront toujours
des brèches pour nous expliquer oui. ou donner une certaine forme à ce que nous pensons être une négation du droit. Mais je reviens, là c'était juste une parenthèse, je reviens évidemment sur les 57 millions. Comme je l'ai dit tantôt, évidemment, je crois les mots appropriés, c'est ce que Belé doit utiliser, le procès spectacle. C'est-à-dire, vous savez, c'est vrai, quand Tshisekedi arrive, il a fallu qu'il nous convainque de sa volonté de mettre fin à la gabegie financière, de mettre fin à la prédation. Mais malheureusement, on a choisi de mauvaises cartes. On a choisi des mauvaises cartes parce qu'on a tous suivi le procès Kamere. Moi, je ne suis pas juriste. Mais je sais que quand on vous accuse des détournements, il faut qu'il y ait des preuves matérielles. Le procès pénal, on ne condamne pas sur base de supputation. Ah non, il faut avoir des éléments. On condamne sur base de preuves matérielles. Et jusqu'à ce jour, on ne nous a jamais prouvé comment Kamere s'est retrouvé avec les 57 millions entre ses mains. Et c'est ce qui a même fait à ce que la Cour de cassation rejette la décision de la première chambre pour exiger à ce qu'on reconstitue la chambre qui va se prononcer aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit, c'est-à-dire, quand la politique s'invite au niveau de la justice, tout finit par s'écrouler. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Le grand bémol, c'est que on nous a fait croire que le procès Kamere serait un procès exemple. Malheureusement, un procès emblématique. Malheureusement, on se rend compte que c'était tout un fiasco. C'était du gaspillage. Il y a même un juge qui en est mort. Voilà. Paix à son âme, évidemment. Merci beaucoup à vous, cher Faustin Koudiassiala. Allez, on va passer le micro à José Adolphe Voto pour son analyse aussi, un peu brève, sur la question de Vital Kamere. José, bonjour et bienvenue. Bonjour, Serge. Allez, vous avez suivi vos co-débatteurs, de Jésus Bélédou, intervention magistrale, complétée par Faustin Koudiassiala. L'affaire Vital Kamere, les prononcés, c'est aujourd'hui, l'audience des prononcés. Alors, l'autre hypothèse, je prends la première, la condamnation. Si condamnation il a encore la possibilité d'aller en cassation. Hein. Oui, si la condamnation, c'est une condamnation légère. J'adhère à tout ce que mes prédécesseurs ont dit. Il n'y aura pas de surprise, c'est un processus. Ça s'est dit dans des coulisses, dans des salons politiques, ça s'est dit qu'on ramenait Kamere dans le circuit politique. Et donc tout ça a été fait pour qu'il puisse y rentrer. Et ça coïncide, heureusement pour lui, avec la situation d'insécurité dans l'Est, où il peut apporter quelque chose, ne fût-ce que remonter le moral de nos compatriotes de l'Est. Donc il n'y a pas de surprise. Nous sommes dans un processus pour blanchir Kamere et pour qu'il rentre dans le processus politique. Malheureusement, le plus grand perdant dans ça, c'est les Congolais qui ont été floués. On leur a brandi un procès spectaculaire avec haleine et finalement on va en arriver là. Et le plus grand perdant encore, c'est la justice congolaise pour qui c'est un piège. J'ai pitié de ces juges, j'ai pitié de cette magistrature où on fait jouer des rôles qui ne sont pas les leurs finalement. Ça discrédite tout de jour notre justice. Espérons que est-ce qu'il y aura un regain, un sursaut d'orgueil pour les juges pour dire comme nous restons juges et nous analysons froidement les faits? Je ne pense pas. Ça sera très difficile. C'est un coup dur dans cette histoire d'élite contre la corruption et des détournements. Malheureusement, on a plus visé le spectaculaire, on a plus visé l'opinion au lieu de dire le droit. Mais quel est le message que nous envoyons à l'extérieur, nous envoyons aux investisseurs, nous envoyons aux partenaires dans cette affaire? C'est que je dis que c'est le Congo qui perd, c'est les Congolais qui perdent, c'est la justice qui perd. Et le politique a choisi cette voie-là, d'utiliser la justice pour des fins politiques. Donc c'est vraiment des... Allez, vous gardez le micro, la tension ne fait que monter entre Kinshasa et Kigali. Que se passe-t-il réellement? Les conseils supérieurs de la défense s'est donc réunis hier sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs points à l'ordre du jour. Faustin Koudiassiala, la suspension pure et simple de tout accord, de tout protocole et de toute convention. Quelles sont ces conventions? Quels sont ces protocoles? Quels sont ces accords? Faustin Koudiassiala. Bon, Serge, évidemment, moi, quelque part, je me sens un peu gêné par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait autour de cette agression rwandaise. Parce que je crois que c'est la deuxième réunion à l'espace d'un mois du Conseil supérieur de la défense. La première réunion, c'est celle avec... quand on a arrêté la suspension des vols rwandais. Et la deuxième réunion, on revient encore avec d'autres mesures. Moi, je crois qu'il y a une stratégie qu'appliquent généralement les anglophones en situation de conflit. Et ils parlent ça de genre talk and fight, c'est-à-dire se parler, se battre. Je crois que la meilleure façon de
de se faire respecter quand vous êtes en conflit armé, c'est entre-temps de prendre le dessus sur le terrain militaire. Quand aujourd'hui le Conseil supérieur de la défense fait injonction à Kigali de retirer ses troupes, moi je ne pense pas que ça sera juste par le fait d'une simple déclaration. Il faut la puissance militaire. Il faut la puissance militaire. Parce qu'évidemment, il est établi aujourd'hui que la M23 n'est qu'un épouvantail. Oui. Et que derrière la M23, c'est l'armée rwandaise qui opère. Le gouvernement l'a Donc dit. l'ennemi étant connu, moi je crois à Kinshasa, on doit donner des signaux forts, qu'on est à mesure de contrecarrer ces relents bellicistes de Kigali. Continuer à faire des déclarations, évidemment on nous dira, non, voilà, on peut déclarer une guerre, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on peut la terminer. Mais je crois que la meilleure façon de se respecter, il faut qu'en face on sente que non, il y a un adversaire qui est prêt à s'engager dans une bataille rude que l'autre pourrait peut-être perdre. Parce qu'aujourd'hui, je crois, dernièrement, quand on suit les différents briefings au niveau du ministère de la Communication, on nous présente l'armée congolaise comme étant la 11e de l'Afrique. J'ai fait cet exercice, j'ai retrouvé très loin l'armée ougandaise et encore moins l'armée rwandaise. C'est que sur papier, on suppose qu'on est fort. Mais il faut que sur le terrain, on le sente aussi. Ah oui. Je suis tout à fait d'accord que le gouvernement essaye de jouer à l'apaisement, espérant peut-être qu'on va arriver à un dialogue. Mais s'il faut engager un dialogue, parce qu'apparemment c'est la piste qui privilégie la communauté internationale. Vous venez d'évoquer tout à l'heure le cas du président kenyan. La déclaration du président kenyan. Il y a aussi la médiation du président angolais. Oui. Il y a l'appel des Nations Unies. Tout s'appelle évidemment à dialoguer. Mais à Kinshasa, on est face à un dilemme. S'il faut dialoguer, on va dialoguer avec qui? Parce que déjà Kinshasa a taxé le M23 comme un groupe terroriste. On ne peut pas négocier avec un... C'est exclu d'office. Hein? C'est exclu d'office. Or, au niveau de Kigali, on continue à soutenir que ce qui se passe avec le M23, c'est un problème inter-congolais, entre Congolais. Donc je crois que ça devient un peu plus délicat. Moi, je suis tout à fait d'accord, comme nombre de Congolais le pensent aussi, et qu'on doit prendre de l'avance sur le terrain militaire. C'est-à-dire, c'est quand les M23, ou disons plus explicitement, quand les Rwandais qui opèrent derrière les M23 se rendront compte qu'ils sont réellement en danger sur le terrain militaire, qui vont céder à un dialogue. Alors répondez maintenant à ma question. Répondez à ma question, cher Faustin. On dit la suspension de tout accord, de tout protocole et de toute convention. Quelles sont ces conventions? Quels sont ces accords? Là aussi, c'est comme si on voulait engager un débat sur le sexe des anges. Parce que le Conseil supérieur de la défense a parlé accord sans les citer, évidemment. Mais c'est l'accord que nous connaissons, vous et moi. C'est l'accord qui portait sur la raffinerie d'or qu'on devait construire à Rwanda, oui, pour probablement raffiner l'or congolais. Or, c'est l'accord avec la Sakima. On se rappelle dernièrement, il y a même un accord qui avait fait polémique ici à Kinshasa, que la police nationale congolaise est allée signer avec la police rwandaise. Et la RDC était représentée par le chef de la police nationale, le général Amouri. Oui. C'est vrai que par rapport à la présentation qu'on a fait de cet accord à partir de Kigali, Kinshasa avait dit non, c'était pas comme ça, c'était pas ceci, on n'a pas compris de ceci. Mais il était clairement convenu entre les deux parties qu'on devait déployer des patrouilles mixtes, police nationale congolaise et police rwandaise, au niveau de la ville de Goma, qui était pris comme une ville pilote avant de s'étendre sur d'autres parties de la RDC. Évidemment, on en a pu parler parce que apparemment l'opinion publique n'était pas d'accord. Il y a d'autres accords qui ont été signés, qui n'ont jamais été rendus publics. Est-ce que ce sont tous ces accords-là qui créent la brouille entre Kinshasa et Kigali? On peut peut-être s'interroger parce qu'il faut comprendre que les tensions entre Kigali et Kinshasa sont à la fois politiques et économiques. Et aussi économiques. Et moi, je suis sûr que les enjeux sont plus économiques que politiques. Parce que politique, Kigali s'est dit non, voilà, tant que la RDC héberge les FDLR, je me sens en insécurité, alors il faut que j'aille régler ça moi-même. Parce qu'au départ, le truc des M23, ça ressurgit comment? Quand on a signé notre accord là des opérations conjointes mixtes avec l'Ouganda. Oui. Or, à cette époque, le Rwanda et l'Ouganda étaient en froid. Et Kigali s'est senti quelque peu frustré. Et quand Kigali a harmonisé avec Kampala, il s'est dit, bon, de la même manière qu'on a autorisé Kampala à venir traquer ses ennemis sur le territoire congolais, pourquoi ne le ferons-nous pas pour moi? Alors quand vous dites, je vais passer la parole à José Adolphe Voto, qu'il y aurait des accords, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de cet accord de raffinerie de l'or avec la Sakima,
Faustin Koudiassiala évoque un deuxième accord qui a été décrié par l'opinion publique, la vérification conjointe entre police rwandaise et congolaise le long de la frontière au niveau de Goma. Mais il ajoute encore, José Adolphe Voto, qu'il y aurait des accords passés en secret et qui n'ont pas été révélés. Mais je ne peux pas parler des accords que je n'ai pas lus, que je n'ai pas vus. On peut parler que de questions qui ont été évoquées en public. Ben, c'est dommage. Je trouve que les recommandations du Conseil supérieur de la défense au gouvernement me paraissent un peu nonchalantes. Quand on dit « nous demandons au Rwanda de retirer ses troupes », on prie les Rwandais. C'est de bonne foi, on demande de bonne foi. Mais ça fait 25 ans, ça fait plus de 4 de ce que les Rwandais a démontré de sa mauvaise foi. Mais moi, j'aurais voulu attendre que nous demandons que le Rwanda retire ses troupes, sinon, c'est ça. Nous exigeons, sinon. Sinon, pourquoi les gens pensent que Kagame a le droit de poursuivre le FDLR chez nous et nous, on n'a pas le droit de poursuivre le M23, s'ils sont congolais, sur le territoire rwandais? Parce que c'est leur base arrière. Ils s'organisent au Rwanda, ils viennent attaquer le Congo. Il ne serait que naturel et normal que le Congo se réserve le droit de poursuivre le M23 jusque sur le territoire rwandais. Les jours où nous allons ramener, comme Mouzé l'a dit, ramener l'insécurité au Rwanda, c'est ce jour-là qu'il y aura du respect. C'est ce jour-là que tout va s'arrêter. Et ça fait 25 ans que ça dure. Le Congo n'a jamais, tous les gouvernements congolais se sont succédés. Personne n'a jamais osé ramener l'insécurité au Rwanda. Pourquoi? Il faut en avoir les moyens et la capacité. Alors donc, si nous n'avons pas les moyens de nous défendre, il en sera toujours ainsi. On ne peut pas compter sur la bonne foi du Rwanda, on ne peut pas compter sur la bonne foi des voisins pour amener la sécurité chez nous. Parce que comme on l'a dit ici, c'est une question d'intérêt économique, c'est une question d'intérêt hégémonique, c'est une question d'intérêt politique. Ils ne le feront pas. Tout à l'heure, Faustin parlait de l'armée congolaise qui est 11e, mais effectivement c'est sur papier. Mais quand vous rentrez là-dedans, qui tient la commande de l'armée? 11e en termes d'hommes, en termes des éléments, ou en termes de munitions, ou en termes de hauts faits d'armes? C'est plusieurs paramètres qui sont pris en compte. L'armement, le nombre de troupes, beaucoup de paramètres qui sont pris en compte. Globalement, on juge ça. Mais quand on rentre là-dedans, c'est pas aussi évident que ça. On dit que nous sommes 11e et nous sommes incapables de dire le Rwanda arrêtez, sinon on rentre dedans. C'est paradoxal. Donc le problème, c'est qu'il faut quand même ne fût-ce qu'avoir l'audace, le courage. José? Tout ce qui nous reste, c'est dénoncer, parler. Mais il faut qu'on emploie des termes forts pour que le message passe. José, est-ce qu'au stade actuel, le Congo est prêt à mener une guerre avec le Rwanda, mais il ne le veut pas parce qu'il ne faudrait pas qu'on se comporte en état voyou, ou bien il n'en a pas les capacités? Non, je crois que c'est retranché dans les esprits de dire que nous, on n'est pas un État voyou, c'est faux, parce qu'on est attaqué chez nous. Et Serge, même en relation interpersonnelle, un plus jeune que vous, lorsqu'il se rend compte que ça en est trop, il dit ou je meurs, ou ça s'arrête. Voilà, si on n'en est pas là, ça va continuer. Les firmes internationales ne vont pas arrêter de nous exploiter, le Rwanda ne va pas arrêter de nous embêter tant qu'on est faible. Très bien. Jusque-là, d'où Jésus Beledou, on n'en est pas encore à la fermeture des frontières, on n'en est pas encore à la rupture des relations diplomatiques, mais apparemment nous y allons, crescendo. Hein. D'abord, interdiction des vols rwandais. 2 semaines après, c'est la tension, le ton monte entre Kinshasa et Kigali. On dit il faut rompre tous les accords, on ne sait pas il y en a combien. Difficile, on en a soulevé que 2 par Faustin Koudiassiala, je ne sais pas s'il y en a des secrets. Et de 3, on dit il faudrait rapidement que les troupes rwandaises quittent. Peut-être dans 2 semaines, il y aura la rupture diplomatique et la fermeture des frontières. Merci Serge. Moi, j'aimerais, avant de répondre à la question, poser les bases. Il faut qu'on change de narratif. Il ne faudrait pas dire que les FARDC combattent contre les M23. Non. La RDC est agressée par le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous fait la guerre et le Rwanda occupe une partie du territoire congolais. Très bien. Nous, en tant que leaders d'opinion, nous ne devons pas nous camoufler derrière les narratifs rwandais et M23. Ce sont des Rwandais qui, comme l'a dit le doyen Faustin, qui utilisent les M23 comme l'épouvantail simplement. Et nous, en tant que leaders d'opinion, nous devons dire à ceux qui nous suivent que la RDC est attaquée par le Rwanda et non le M23. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, avant d'aborder la question. Serge, on ne peut pas être en guerre et voir les gens fêter à Kinshasa. J'ai vu nos compatriotes de l'Est du pays.
aller jusqu'à la frontière. Ils ont même tenté de violer la frontière du TT, l'intervention de la police rwandaise. Regardez ce courage. Ils en ont conscience du problème. À Kinshasa, on prépare une fête, les concerts, je ne sais pas du quoi. Mais nous sommes distraits, Serge. Je suis, depuis que le conflit a commencé, je m'abreuve sur la télévision rwandaise. Il y en a 3 ou 2 sur Canal+. Excusez-moi de citer le nom. Ils se moquent des Congolais. Ils disent, ils préparent une fête le 30 juin. Ils veulent danser comme d'habitude. Beer, Music, Wife, BMW. Ils ont un concert. Si on veut envahir demain, Kinshasa le fera. Ils ne sont pas concentrés. Et les gens passent à la télévision pour dire c'est un concert pour soutenir les FARDC. Non, ils ont changé. Il y aura un pourcentage pour l'armée. Mais qu'en est-il de la responsabilité du gouvernement? Le budget de l'État devait être revu pour des efforts de guerre. Ah oui. Et ces concerts peuvent mobiliser $1 million, 500 000 $, 100 000. Les gens défendent une forme de danse. Non, on veut donner une forme de distraction. Il faut annuler ces concerts du 30 juin. Si on est sérieux, même les défilés militaires, on ne peut pas danser, boire. On sait comment ça finit. On va danser, boire, ça va finir dans les hôtels pendant que nous sommes agressés et occupés. Il faut annuler, il faut être responsable. Il faut avoir le courage de le dire. On n'a rien contre les arts, contre les artistes, mais on ne peut pas danser, boire pendant que dans l'est du pays on tue. Mais Serge, pour répondre à ta question, mais je crains fort ce que redoutait M. Laurent Désiré Kabila, paix à son âme. L'empire Imatuti, dont il redoutait. Mais aujourd'hui, on le voit. C'est une sorte de complot. parce que les Rwandais... Mais écoutez, regardez la déclaration du président kenyan. On va en Mais justement, je pose juste les bases. Qui a donné mandat au Rwanda? Je pose les bases. Oui, oui, allez-y. Il ne condamne pas la présence du M23 au Congo. Du Rwanda. Du Rwanda au Congo. Oui. Il ne le condamne pas, mais il parle d'autres armées qui doivent occuper la zone qu'il qualifie d'une zone de libre circulation d'armes. Mais c'est de l'occupation. On entérine l'occupation sous nos barbes. Sous nos barbes, Serge. On crache sur un peuple agressé. Kinshasa n'a pas encore réagi. C'est une demande. C'est grave. C'est grave. Je lis les communiqués en anglais. Une demande. Kinshasa n'a pas encore réagi. Peu importe. En tant que responsable, je crois, de la communauté CAC, oui, il devrait commencer par demander l'avis de ses pairs. Non, par demander à ce que le Rwanda quitte le sol congolais. Voilà. Avant quoi que ce soit. Mais il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, on se moque de nous. Vous avez parlé ici des accords secrets. Mais écoutez, lisez la revue de presse internationale, regardez ce qu'on en dit des accords secrets. Kagame se pencherait, je ne le confirme pas, sur un accord qui consisterait à ce que 1000 militaires F-23 intègrent les FARDC. Je ne le confirme pas. C'est dans les revues de presse internationales, etc. Burkina Faso, etc. Les gens en parlent. C'est qu'on en dit des accords secrets. Moi, je ne le confirme pas. Donc, c'est ça l'objet... Mais justement... C'est ça l'objet... Attendez, je peux terminer ma question. Donc, c'est ça l'objet de revendications... Mais justement, c'est ça même l'objet de revendications. Ils sont allés au Kédia. Le M23 arrive, ils trouvent que la réinsertion dont on parle ici ne concerne pas l'armée, l'intégration au sein de l'armée. Non, non. C'est une réinsertion sociale et civile. Ils disent non, non. Il fallait que nous intégrons l'armée. Mais nous, avec l'accord, avec le DDRC, nous, on ne va plus accepter une armée mixée ou brassée. Il y a même une résolution du Parlement. Il y a une résolution du Parlement par rapport à ça. Mais le M23, suivez les porte-parole du M23, il parle de la réinsertion au sein de l'armée. C'est ce qu'on a qualifié de... Mais en lisant les communiqués, vous sentez que c'est écrit à Kigali. Et on donne à justement, mais justement. Oui. Et Kagame, il tient au respect des accords. Mais quels accords? Est-ce qu'on ne fait pas allusion à ça? Est-ce qu'on le veut? Et aujourd'hui, le M23 parle de 500 000 et non 1000. Il faut que 5 000. Il faut que 5 000 M23 intègrent l'armée. Ce n'est plus... On ne parlerait plus de 1000. 4 bâtons. Voilà. Et ces 5 000 hommes viendront d'où? Quand vous regardez leur visage, c'est Kabarere. Serge, c'est très sérieux. Oui. Mais on y tient à ce que ces gens-là intègrent les FARDC. Mais l'attitude de Kinshasa, on ne peut pas continuer à se plaindre. Quelqu'un l'a dit sur ce plateau de télévision, Serge. Travaillons à l'interne. Mais on se moque de nous. Le monde se moque de nous. Le monde se moque de nous, Serge. Il est temps qu'on arrête
On s'en tient aux déclarations. L'ambassadeur a dit ceci, tel a dit ceci. Ça ne suffit pas. Mais ça ne suffit pas. Les saluts ne viendront pas des Américains. Que fait l'ambassadeur rwandais jusqu'aujourd'hui sur le sol congolais? Qu'est-ce qu'il fait? Et je vois même certains dire, ah, les mouvements citoyens qui font des marches devant l'ambassade ne devraient plus le faire, etc. Mais que fait cet ambassadeur-là ici? Alors, José, il faut voter. Je vais terminer. Oui. Il faut renvoyer les Congolais, tous les Congolais qui nous suivent, au Twitter du général Muhoozi, le fils de Museveni. Oui. Regardez comment ce monsieur se déclare publiquement. Cette tweet existe. Il appelle Kagame mon oncle. Mon oncle. Il appelle Félix mon grand frère. Mon oncle. Il appelle aussi Félix mon grand frère. Oui. Voyez-vous, il se moque de Félix Tshisekedi. Quand il appelle Félix, il se moque de Félix Tshisekedi. Ce monsieur-là a annoncé hier qu'il y aura une grande résolution au niveau du Kenya pour l'intervention à la RDC. Il a annoncé hier. Alors, et de manière propagande. Non, justement. Et hier soir, jusqu'au soir, il y a eu cette déclaration de Kenya. Alors, et donc ce n'est pas anodin. Il y a un complot. Ce que redoutait Ibatuti, Empire Imatuti contre la RDC, et on ne peut pas assister. Je prends la dernière phrase de Beledou, pas Toko Tanabitumba, mais sur le tweet de ce général Muhoozi, patron de la force terrestre ougandaise. Ici, c'est une demande ou c'est une annonce du président kenyan Uhuru Kenyatta qui a annoncé ou qui a demandé, qualifiant même la partie est du pays d'une zone de libre circulation d'armes, et il faudrait une intervention de troupes des États de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'est vrai, aujourd'hui nous faisons face à une insécurité qui ne dit pas son nom, mais quand on vous dit ça, c'est une opération qui concerne le Nord Kivu, qui concerne le Sud Kivu, et enfin les Turis, mais ce sont des, j'ai dit, c'est un territoire pays. Oui, mais c'est une projection de ce que nous appelons la balkanisation. Ah oui, on va créer un espace où... De non-État. De non-État, où même la circulation entre cet espace-là et le reste du pays sera difficile, et nous allons nous habituer qu'il en est ainsi. Les tweets annoncés, comme l'évoque Benedou, du général ougandais, et les déclarations du président Kenya s'accordent. Si vous lisez la déclaration du président Kenya, il dit qu'il a consulté, il a discuté au téléphone avec les uns et les autres. Voyez-vous? Et donc, nous sommes dans une démarche où le gouvernement congolais doit se prononcer clairement. Et je crois que si le gouvernement congolais se prononcerait en faveur d'une telle hypothèse, il aurait tous les Congolais sur le dos, parce que ça, c'est un secret de polichinelle. C'est la consécration de cette partie qu'a convoité toujours le Rwanda, non seulement le Rwanda, mais comme il est dit ici, toute la communauté et Matuti, parce que ça, c'est... Nous paraissons naïfs. L'Ouganda ne va pas s'opposer au Rwanda en faveur de Congo. Est-ce que le président kenyan peut faire une annonce aussi fracassante, dangereuse comme ça, sans consulter ce père de la communauté? Mais il dit dans son discours, il a dit qu'il a consulté les autres. Il le dit. C'est pas qu'il il ne le dit pas de son chef. Il dit après avoir consulté les autres, les partis, voilà ce qu'il propose. Et donc, je crois qu'il faut qu'à chaud, que le gouvernement congolais puisse se prononcer clairement. Alors, nous sommes dans une grosse erreur, Félix Tshisekedi, de penser que le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya le Burundi viendront résoudre les problèmes du Congo. Alors, nous sommes dans une zone, quand on parle du Nord Kivu, on parle du Sud Kivu, Gandon, Ituri, vous avez une force très concentrée de la MONUSCO, vous avez une brigade intégrée dans laquelle vous avez les Kenyans, les Tanzaniens, mais vous avez une forte armée. Alors dites-moi, ces États-là viennent avec des militaires, comment ça sera l'administration sur le plan administratif et politique? Il faut exclure cette hypothèse. Il faut exclure cette hypothèse parce que ça sera carrément un processus pour la balkanisation. C'est pourquoi je dis, il faut ramener à cet espace qui a été cité, il faut ajouter le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas une peur bleue? Non. Le problème c'est quoi? On a le même problème que le Rwanda. Si les M23 sont des Congolais, ils sont au Rwanda, ils doivent rentrer au Congo, les FDLR sont au Congo, ils doivent rentrer au Rwanda. On ne peut pas résoudre ce problème sans résoudre le problème rwandais. Donc nous devons ramener également l'insécurité au Rwanda. Pour qu'ensemble,
les pays africains, les pays de la région et la communauté internationale s'organisent pour résoudre définitivement les problèmes. Mais tant que nous sommes nonchalants, on attend que la solution vienne de ça, viendrait jamais d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un complot, Faustin Koudiassiala? On s'est dit, ben, vous êtes faible, nous allons vous imposer notre propre dictat. J'ai craint que dans cette force qui est encore des Rwandais, et que dans cette force qui est encore des Ougandais, qui sont suspectés à l'est du pays, les Rwandais qui sont suspectés par les gouvernements congolais d'être vraiment la vraie force derrière ces terroristes des M23. Bon, Serge, je vais vous surprendre en vous ramenant un peu plus loin dans l'histoire. Nous sommes en 1885, à la conférence de Berlin. Très bien. Quand les puissances de l'époque là se décident de se partager l'Afrique. Les Congo, qui est notre territoire aujourd'hui, on les confie. C'était un bien personnel du roi des Belges. C'est après toutes les exactions qu'il a commises sur le terrain que finalement, on a dû les lui arracher pour le confier la gestion à la Belgique en 1908. Dans la logique de la création de notre pays, quand vous allez au niveau de la conférence de Berlin, on a voulu en faire une zone franche, où tout le monde, où toutes les puissances ont droit à venir et à faire des affaires. Heureusement pour nous, en 1960, on est indépendant. On récupère la souveraineté nationale. Mais on ne récupère pas totalement la souveraineté sur notre sol. Souvenez-vous de ce que Sarkozy, quand il était président de la France, ce qu'il est allé dire quelque part à Kigali là-bas. Que non, pour que la sous-région retrouve sa stabilité, il faut qu'il y ait une gestion partagée des ressources. Il a dit même ça au Parlement congolais. Il faut qu'il y ait une gestion partagée des ressources naturelles. Je crois les autres pays qui manifestent des convoitises sur les richesses de notre sol et de notre sous-sol, se rabattent toujours sur ces mêmes postulat qui a été déjà... Mais c'est légitime de leur part, c'est légitime de leur part. Qui a été déjà établi au niveau de la conférence de Berlin. Maintenant, en face, en face, il faut qu'il y ait du répondant. Parce que nous connaissons notre histoire. Nous savons dans quelles conditions a été créé ce que nous appelons aujourd'hui la République démocratique du Congo. Vous savez, on dit, je crois le pauvre vote l'a souligné en effleurant évidemment, on dit de notre armée qu'elle est bien sûr faible, mais souvenez-vous Serge que nous avons une armée qui est en guerre depuis une vingtaine d'années. Ah oui, il n'y en a pas en Afrique ici. C'est une expérience. Notre armée est en guerre depuis 20 ans. Oui. Ce sont des guerriers qui sont habitués à la guerre. Ce qui fragilise notre armée, c'est peut-être ce genre d'infiltration, ce genre de compromission. Et il faut en fait se mettre dans la logique de Kagame. Kagame sait que la stabilité politique et économique de son pays dépend du désordre qu'il y aura en RDC. Tant qu'il y a des désordre en RDC, lui se sent calme. Parce que tous les Hutus et les autres qui se sont déversés après le génocide de 1994, là, ici à Kinshasa, on n'est jamais parvenu à faire la différence entre des réfugiés civils et des réfugiés militaires. Si bien que tout le monde, on les classe dans un même palier. On ne sait pas qui est armé, qui ne l'est pas. Et Kagame sait que cette bombe à retardement qui est en face de moi ici, tout moment peut revenir. Il peut revenir à tout moment. C'est-à-dire, comme j'ai juste un petit territoire, il faut que j'essaie d'étouffer les problèmes à partir de sa source. Et Kagame, dans sa logique, c'est ce qu'il a toujours fait avec Kabila. Apparemment, il est très bien conseillé. C'est ce qu'il a toujours fait avec Kabila. Avec Kabila, il a réussi à imposer les mixages et les brassages que la communauté internationale a soutenus. C'est si bien que quand Félix Tshisekedi arrive en 2019 au pouvoir, qui est président de l'Union africaine? C'est Paul Kagame. Quand tout le monde remettait en cause les résultats des élections, l'Union africaine a été parmi les toutes premières à reconnaître le pouvoir de Tshisekedi. C'est que pour Kamere, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est que pour Kagame, il s'attendait à ce que Tshisekedi continue à lui donner ce que Kabila a toujours fait. Ah oui. C'est-à-dire, les trompe-l'œil des militaires qu'il y en a ici, acceptent que je les intègre chez moi. Ah mais Félix là, apparemment... filtre de plus en plus. Apparemment, Félix n'en veut pas. Oh, apparemment, Félix n'en voulait plus. Et c'est peut-être, moi je suppose, c'est ce qui explique peut-être cette colère de Kigali. C'est-à-dire, il fallait continuer à infiltrer davantage l'armée congolaise, infiltrer davantage les institutions congolaises. Or, apparemment, Tshisekedi n'en veut plus. C'est ce qui a fait que Kamere se retourne. Parce qu'on s'étonne aujourd'hui que Kamere se retourne de manière aussi... Kagame, vous voulez dire. Pardon, Kagame, c'est... Kagame. C'est que le vieux sera libéré aujourd'hui. Faut-il vous voulez citer un maître, vous savez que le vieux sera libéré. Ça peut passer pas. Alors, une dernière question. Alors, une dernière question. Je me sens en fait. Une dernière question à vous tous, en commençant par Faustin pour terminer, parce que le temps nous impacte tous à sa fin. Nous avons notre marge de manœuvre de pouvoir
refuser cette intervention. Parce qu'il faudrait peut-être pas simplement voir les côtés noirs de cette intervention des troupes. Parce qu'on nous a dit, et nous-mêmes nous l'avons vécu ici dans ces pays, on dit non, Félix ou Kinshasa est proche de Nairobi. La preuve c'est que c'est Nairobi, le président qui était l'unique chef d'État lors de la prestation des serments. 8 mois après, c'est des troupes kenyanes qui débarquent au Congo. Apparemment, c'est une complicité entre Kinshasa et Nairobi. Bon, Serge, je crois l'avoir dit sur votre plateau ici. Nous sommes à quelques mois des élections présidentielles de 2023. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, joue aussi son avenir politique. C'est sa survie politique qui est en jeu. C'est lui-même, quand il arrive en 2019, qui nous a dit non, moi en tout cas, dans ma politique, il faut que j'harmonise avec tous les voisins. On lui a dit, faites attention, ce voisin-là, il est malin. Il est hypocrite. Il nous a amené Kagame ici au stade de Martyrs, qu'on a acclamé. On s'est dit non, Yona Nyobo Kagame. On l'a acclamé. Tout ça, qui nous l'a imposé? C'est Félix. Aujourd'hui, c'est les mêmes voisins qui nous ont vanté comme étant quelqu'un de bien, quelqu'un de fréquentable. C'est les mêmes voisins qui se retrouvent contre lui. C'est qu'aujourd'hui, si Félix Tshisekedi arrive, parce que dans l'opinion publique, vous sentez une vive colère. Vous avez rappelé ce qui s'est passé à Goma. C'est grave. Ce qui s'est passé à Goma, c'est grave. Est-ce que c'est pas... Les jeunes étaient prêts à... C'est pas un capital confiance. C'est pas un capital confiance que Félix doit... Justement, en fait, c'est cette émotion collective qu'il faut savoir maintenant rationaliser. Le chef de l'État a une chance énorme. C'est que lui, on ne peut pas lui taxer de tous les mots qu'on disait de Kabila. Si aujourd'hui Kabila était au pouvoir, on allait dire non, Kabila a trahi, il est de connivence avec les Rwandais, voilà, ses origines sont rwandaises. Aujourd'hui, on ne peut pas les dire de Tshisekedi. Mais est-ce que si on base de cette opinion publique hostile à cela, on va peut-être se séparer par là, l'émission touche à sa fin, Kabila, Félix peut dire, ne venez pas parce que c'est